Salut à tous, on revient un petit peu avec De Koning Quickstep, cette carrière lancée vers le début de la sortie de PCM 21. On est sur un Giro, et sur ce Giro, eh bien, nous avons disputé les 4 premières étapes. Alors ça fait un petit peu longtemps, cette carrière, c'est particulier. On a eu une grande réussite sur les classiques, notamment pavés, avec Kasper Asgreen qui ici s'est débarrassé à la toute fin de Wout van Aert au sprint pour la victoire sur le Tour des Flandres. On a eu, j'avais laissé Paris-Roubaix une semaine plus tard. On a eu le doublé pour Asgreen sur un énorme travail de Lampart. Et honnêtement, si Asgreen n'avait pas gagné, il n'y avait pas grand chose à dire, mais au final, le travail d'équipe aura été déterminant. L'équipe, quoi, hein, globalement, le Wolfpack. Ok. Et puis après, oui, ce que j'envisage pour Asgreen, c'est évidemment une présence sur le Tour de France avec de l'aide à la Philippe d'une manière ou d'une autre. Toujours le travail d'équipe qui peut faire des merveilles sur PCM dès lors qu'on a des coureurs très résistants. Résistants de qualité comme Zdenek Stybar qui ici s'imposait sur Gant-Wevelgem avec une baisse de notes. Ça, c'est toujours la thématique, vous savez, de la baisse de notes des vieux coureurs. Je trouve ça personnellement relativement regrettable que ça tombe à cette vitesse-là, mais les choses sont ainsi faites. On notera quand même donc du gros Stybar sur le début de saison. 4 fois top 3 sur les 4 classiques pavés majeurs. Et pendant ce temps-là, on a eu un Julien Alaphilippe qui nous a fait carton plein. Il a fait carton plein, il gagne à Milan-San Remo, il gagne le Tirreno, il gagne le Pays Basque, il gagne également sur l'Amstel, sur la Flèche Wallonne, il gagne également à Liège. Donc c'est trop tout ça. Je suis bien d'accord, hein, si on regarde comment les choses se passent dans le cyclisme, on s'aperçoit. Flèche Wallonne s'était passé pas loin de la défaite, mais sur la ligne, il s'impose. Il y a un Tour de France à venir, avec des ambitions qui du coup sont de moins en moins claires, à mesure que je m'aperçois de certaines choses dans le jeu en fait. Et on est, nous, évidemment, sur une année avec des objectifs très très bien remplis. On a le Giro où le top 3 nous est demandé, et c'est ce que je vais vous proposer là dans cette vidéo. On ira jusqu'à l'étape 13 incluse. Voilà, je ne savais pas exactement, mais je me suis arrêté pour faire un format de vidéo quand même pas trop long. Alors, que dire? Sur le tout début de Giro, on a eu un show Ballerini au sprint 2 fois. On a eu déjà une première différence de fait en faveur de Jean Almeida sur l'étape 4. Jean Almeida qui a pris comme ça le général avec un petit peu d'avance sur Maïka, qui avait réussi à un beau prologue. Le prologue avait été remporté par Rémi Cavagna. Cherchez l'erreur, ça fait 4 sur 4 à ce stade-là. Du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais je vais en parler tout de suite. Je considère que si je joue, c'est pour essayer de mettre en œuvre tous les moyens de gagner. D'accord ? Si je ne cherche pas à gagner, ça veut dire que quoi ? Je me relève à des moments, je me relève et je laisse l'IA gagner quelques étapes. Écoutez, moi je trouverais ça vraiment nul de faire ça. Donc je joue vraiment pour gagner. En revanche, je fais pas les intermédiaires avec Ballerini parce que je souhaite pas me fatiguer en fait. Tout simplement, les intermédiaires là sur ce Giro, et à chaque fois il y a 8, 6 et 4-3-2, hein, c'est pas ça, un truc du style, point, ou 3-2-1, voilà, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ça vaut pas la peine par rapport aux 25 points de la victoire au sprint. Ça vaut pas la peine pour moi à ce stade-là de batailler. Est-ce que là encore, c'est acceptable d'essayer de batailler pour les 3 maillots, voire les 4? Écoutez,
j'en sais rien, chacun sera juge, mais en tout cas, j'ai envie de jouer le coup à fond avec l'ami Davide Ballerini, avec un train qui est parfois un peu étrange, hein. Vous voyez ici, Cavagna, Knox et Seri qui vont sprinter comme ça, et Seri va essayer de déposer Davide Ballerini le plus loin possible. En général, voilà, si je dépose à 500 mètres, on n'est jamais loin de la victoire. Et parfois, je suis obligé de déposer un petit peu plus loin. Voilà, c'est l'adaptation au jeu, ça. Mais on peut pas se permettre de déposer à 250 mètres comme dans la réalité. Voilà. Ici, c'est une victoire de Ballerini, mais vraiment de très très peu sur Giacomo Nizzolo. C'est sur la toute fin que Ballerini a comme ça, regardez, on le voit de bien de profil là, hop là. À la fin, il en restait plus pour Nizzolo et c'est Ballerini qui prend. Ok, donc ça fait 5 sur 5 à ce stade-là. On a toujours, concernant le classement général, ce petit doute en tête. Est-ce que Remco Evenepoel atteint de maux de tête ici, ce qui lui baisse aussi son pourcentage de forme? Est-ce que Remco Evenepoel va être en mesure de disputer le général, ou est-ce que tout cela sera réservé à Jean Almeida parce qu'il serait plus fort? Vous voyez que la concurrence se nomme Buchmann, Hindley, Vlasov, Caruso, je sais pas, je vais pas citer tout le monde, j'ai oublié les Ineos là-dedans, il y a Auge Gegenhardt, on a un petit plateau, pas dégueulasse, de coureurs, mais c'est pas non plus la concurrence la plus totale. Par exemple, sur le Giro que j'ai simulé avec Bora Hansgrohe, dans la courte série de vidéos que j'ai proposée à l'occasion du Tour de France, avec Bora Hansgrohe, ben on avait remarqué que Roglic était sur le Giro, Lopez était sur le Giro, et quelques autres. Il y avait on va dire un plateau qui était un petit peu plus relevé. C'était la même database, c'était les mêmes conditions de jeu, en fait. Donc c'était juste que aléatoirement les choses s'étaient passées différemment. Toujours est-il qu'ici, nous, sur cette étape 6, ben, on se permet de travailler. On se permet de travailler avec Peter Seri, qui... Après, voilà, en composant cette équipe-là pour le Giro, j'étais un petit peu inspiré de la composition dans la vraie vie de Koenig Quick-Step, puisque j'ai remplacé juste, je crois, 2 coureurs ou quelque chose comme ça. Et il faut dire que le talent ne manque pas. Hein. Knox, tellement précieux. Peter Seri, tellement fort. On ne parlera pas de Remco et Almeida, mais on va citer aussi Masnada. Ce qui fait qu'en fait, le seul qui n'avance pas en montagne, c'est Case. Et peut-être également Davide Ballerini à sa façon avec son 61 en note de montagne. Mais même Cavagna, avec une bonne forme du jour, il atteint presque les 70. Donc ça reste acceptable. Et puis après, les 5 autres, c'est vrai que c'est très très favorable. Tiens, le jeune Dina, le Hongrois Dina qui est dans l'échappée. On le surveille celui-là, mais pour une autre carrière. Voilà, donc ascension finale. Là encore, l'ascension vers Ascoli, mais là encore, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'IA imprimer son tempo, on se relève, on s'amuse à suivre, à subir. Mais non, moi j'estime que, je sais pas, dans le micro-divertissement en toute modestie que je vous propose, je me dois d'essayer de faire les choses le mieux possible. Et faire les choses les mieux possible, c'est essayer de remporter les étapes, autant que faire se peut en tout cas. Et donc, à cette image-là, nous avons repris les échappées. Et on est encore loin, hein, il reste encore plus de 5 km. Allez, Masnada, Evenepoel, Knox, Almeida. Vous voyez qu'ici, avec la très mauvaise forme du jour de Remco Evenepoel, qui a eu un -2, il a quand même chopé le -2, le pauvre, à côté de Knox qui a +5 et qui peut lancer idéalement Jean Almeida. Honnêtement, il n'y a pas photo entre les deux. Donc Remco perd ici quelques-unes de ses illusions,
sur ce Giro. Ça fait déjà 2 fois qu'il se fait supplanter par Jean Almeida. Je crois que ça va donner le ton du reste de ce Giro. Et Knox va ici permettre de reprendre Rafał Majka. Derrière, on a lancé un peu tôt. Jane Lee reviendrait presque. Majka s'accroche comme il peut. Mais non, sur la barre jaune, Almeida termine. Et ça juge une autre victoire d'étape. C'est sa 2e victoire d'étape ici. On est à 6 sur 6, on voit la joie de Knox. J'aime bien cette cinématique sur Pro Cycling Manager de l'équipier qui lève les bras quand il a aidé à remporter une étape. Je trouve ça assez joli, assez bien senti. Vous voyez, Remco malheureusement a pris un petit peu cher sur cette situation-là. On se prend donc au jeu du classement général plutôt pour Jean Almeida. Et vous voyez, à ce stade-là, c'est assez intéressant de voir que l'avance d'Almeida maintenant est de près de la minute sur quelques-uns de ses poursuivants. Notons Majka qui fait un bon début de Giro. Allez, maintenant, de nouveau, une étape de transition. Elle est dévolue au sprinter a priori. Le moral de Ballerini est forcément très haut. Tu m'étonnes. Avec ses victoires d'étape, on en est à 3. Avec 3 victoires d'étape, Ballerini n'est pas en mauvaise forme. Qu'est-ce qu'il a là? Il a plus 3. C'est même mal payé en fait. C'est très mal payé puisqu'il était à plus 4 de forme annoncée. Après, ça n'a pas un vrai impact en vérité parce que autant sur un grimpeur, je veux bien que la note de montagne soit boostée d'une manière ou d'une autre. Tiens, Viviani conteste vraiment les points pour le cyclamen, c'est intéressant. Je veux bien qu'il y ait comme ça un vrai impact sur des ascensions, mais en ce qui concerne ici la capacité à s'imposer au sprint, ça dépend tellement du train que limite la forme intrinsèque du coureur n'a pas un impact formidable, surtout quand de base déjà il est plus que correct avec son petit 79 là et 77 en accélération. On va donc lancer les hostilités avec toujours Knox, Seri. Ouais, Keisse a eu du mal à rattraper le train ici là. On n'était pas loin du fiasco sur ce sprint là. Cependant, Keisse va lancer Seri qui va essayer de déposer Davide Ballerini, toujours pareil, dans les meilleures dispositions possibles. On est un peu loin là, si je peux me permettre. On est un peu loin, mais ça va le faire tout de même, malgré un très bon retour signé Elia Viviani. Voilà, ça passe. Ça passe et on est à 4 pour Ballerini sur ce sprint de l'étape 7. Voilà, donc inutile de présenter le classement du cyclamen. On a bien compris qu'il restera sur les épaules de celui qu'il porte sur cette image. Encore une fois, le train et la faiblesse de l'IA sur les sprints. Faiblesse que j'ai pu illustrer lors de l'étape 4 du Tour de France que je vous ai proposé avec ma carrière Gazprom. C'était ça mon intention, c'était de mettre en évidence la relative faiblesse du jeu sur le sprint, où grosso modo si on fait une approche relativement correcte pour notre sprinter, il n'y a pas de difficulté particulière, y compris en extrême, le niveau proposé ici. Voilà, donc il y a essentiellement des prolongations de contrat, moi qui m'intéresse pour ce qui est des dossiers, vous voyez. Et sinon, il y a une deuxième ici avec Marc Padoun, mais il y a 2 petites sucreries que je m'autoriserai éventuellement, mais c'est pas sûr du tout. C'est Peter Sagan d'une part, et peut-être Marc Padoun si jamais. Et puis sinon, ça c'est pas encore trop tout ça n'est pas encore trop décidé. De toute façon, on aura que l'embarras du choix, mais je commence en fait à ce stade-là, alors qu'on va jouer ici l'étape 8 avec une arrivée, on va dire,
sur un petit sommet, il y aura une petite ascension qui précédera la ligne d'arrivée. Viviani continue à essayer de prendre des points, il a bien raison, c'est très bien. Il y a une vraie petite lutte, hein, il n'y a que 24 points d'écart, hein, mine de rien, c'est pas grand-chose. Hein. 24 points seulement, pour dire que Ballerini s'est vraiment battu, c'est pas mal. Quand on réfléchit, je vous disais, c'est pas grand-chose, les 8 points, machin truc. C'est dans l'hypothèse où l'échappée prend quelques points. S'il y a 3 mecs échappés, par exemple, là, ça sert à rien de sprinter vraiment pour 3 points ou pour 2 points. En revanche, s'il y a le sprint massif, les 8 points, c'est presque un tiers de 25 la victoire. Hein. Donc quand vous avez 2 sprints intermédiaires comme ça, le moyen de prendre 16 points, tout de même, ça n'est absolument pas ridicule. C'est les 2 tiers du prix d'une victoire d'étape. Donc honnêtement, attention, hein, les théories peuvent se défendre, mais je dirais que ça nous intéresse peu là, dans ce contexte-là où Evenepoel, vous voyez, sacrifié fatalement, hein. On a bien compris, malheureusement, le pauvre. Et puis, si on veut pouvoir jouer quelque chose avec lui, autant lui faire prendre du retard à partir du moment où il est hors course par rapport à Jean Almeida sur le général. Énorme travail ici de Knox, qui libère ensuite Almeida dans les rues, qui précède la ligne d'arrivée. Et une de plus pour Jean Almeida ici, sur l'étape 8. C'est donc la 3e pour le Portugais, qui est vraiment ultra dominant sur ce Giro dès que la route s'élève. Il n'y a pas grand-chose à faire face à ce type. Et en plus, encore une fois, vous voyez, Knox, Seri et compagnie ont bien fait le boulot. Evenepoel aussi a joué son rôle. Ok, il n'y a pas de doute en fait hein, sur qui est vraiment le plus fort. Après, vous voyez, quand je vois ça, je me dis, ben, si tu veux continuer à jouer sur cette carrière-là, ben, limite, il faut s'empêcher de re-signer les 3-4 meilleurs coureurs en fin de contrat. Il faut s'éviter de recruter de trop bons coureurs également. Il faut affaiblir l'équipe pour redonner de l'intérêt à la partie, très clairement. En tout cas, c'est mon idée à ce moment-là. Hein. Étape 9, Castel di Sangro jusqu'à Campo Felice. Bah oui, Remco, je vous l'avais dit, a pris pas mal de retard. Il s'est relevé à un moment donné. Plutôt qu'essayer de contrôler, parce que quand même, je suis obligé de contrôler les étapes. Hein. C'est ça qui est bien. Allez, on va dire point positif du jeu. Si je ne contrôle pas, les échappés ont tendance à prendre plus de champ. Et c'est vrai qu'avec le maillot rose dans l'équipe, il est de bon ton d'essayer de contrôler cette course. Bon bah là, pour éviter d'avoir besoin de contrôler la course, on va envoyer quelqu'un dans l'échappée. C'est parti. Remco Evenepoel n'a pas la capacité d'accélération qui va faire de lui le candidat idéal pour les GPM. En revanche, son atout à lui, c'est la manière c'est la capacité à très bien grimper, mais à son rythme. C'est-à-dire sans, évidemment, le punch d'un grimpeur colombien, typique en tout cas, et limite caricatural. On n'est pas sur le même gabarit, on n'est pas sur le même type de coureur. Donc j'ai bien compris, je ne me bats même pas sur certains sprints, il n'y a aucun intérêt à le faire avec Remco. La seule chose qui peut nous intéresser sur cette étape, ce serait la victoire d'étape. Le peloton commencerait à se réveiller, vous allez me dire, il est peut-être temps, non? Il est peut-être temps de se réveiller. Hausen passe ici la ligne et a pris des points importants, même si c'est Dina qui garde virtuellement le maillot azzurro, pardon. Dans le final, vous voyez que le peloton commence à réduire un petit peu l'écart, mais ça ne sera jamais suffisant. 7 minutes, l'histoire elle est réglée. C'est l'échappée qui va se partager la victoire d'étape. Alors à ce moment-là, on va essayer de reprendre. Je crois que c'est Michael Scherel, non, qui s'est échappé, non, ici. Je me souviens plus. Des fois, je vous avoue, j'ai quelques doutes. Je confonds un peu entre les parties. Allez, accélération de Remco Evenepoel ici, dans la montée vers Campo Felice. Le fameux, l'inénarrable
Rivera, Kevin, qui bute, qui ne peut plus suivre Remco. Il en sera de même avec Hausen, et Remco s'envole vers une victoire d'étape. Bon bah écoutez, au moins on aura eu ça sur cette étape-là. Une petite satisfaction pour Remco Evenepoel. Et par contre, ce sur quoi les esprits chagrins s'acharneront, ouais, j'ai pas bu le gel, hein, tant qu'à faire, autant remplir un petit succès Steam là, en passant, ça coûte pas grand chose. Les esprits chagrins doivent, ouais, ça se trouve, ils sont plus là, tant mieux les gars, hein. Franchement, moi je fais pas ça pour générer de l'animosité ou des choses négatives, etc. Je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que j'ai ni la prétention d'être un bon joueur, ni la prétention d'être une référence en quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre. 9e victoire d'étape sur 9 étapes. Donc normalement l'esprit chagrin, au bout de 2-3 victoires, il s'est barré. Donc tant mieux. Et pour ceux qui sont restés, s'il y en a encore, on verra. Pour ceux qui sont restés, je pense pas qu'il faille être content. Moi, je ne suis pas content à ce stade-là, en fait. Je suis ni fier, ni content, ni... Si, je suis content du travail réalisé, je dirais, parce que le job a été fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Job effectué. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on avait jusque-là l'opportunité de s'imposer, on s'est imposé. Voilà. Et quelque part, ça veut juste dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est pas satisfaisant, écoutez. C'est pas satisfaisant. J'ai pas aligné à la j'ai pas aligné à la Philippe, j'ai pas aligné Asgreen, j'ai pas aligné Stibar, j'ai pas aligné quelques très gros coureurs, j'ai même pas emmené pour les sprints, j'ai même pas emmené Sam Bennett. J'ai vraiment un goût bizarre en bouche de la manière dont se passe ce Giro à un certain niveau. Après, comme certains me l'ont demandé, cet épisode, je l'ai joué. Tiens, le réveil d'Iwan, c'est cool, ça va nous remettre peut-être un peu de suspense sur les sprints. On m'a demandé de Koenig Quick-Step, et puis c'est vrai que ça n'avait pas de sens de s'arrêter comme ça, sans rien dire. En revanche, voilà, vous allez voter dans les commentaires de cette vidéo. Ceux qui auront envie voteront. Et puis vous me direz si vous avez envie ou pas que je propose la suite. Même, je dirais pas seulement de ce Giro, la suite de cette carrière. Là encore, travail de série qui libère ici Ballerini de manière impériale. Ballerini s'impose ici devant Christophe et Nizzolo. Merlier aussi est présent. On ne sait pas tellement où il est, mais il est là. C'est comme Caleb Ewan en fait. Il est présent, mais malheureusement, il n'est pas bien dangereux pour Davide Ballerini. Donc voilà, moi je tire aucune fierté particulière de ça là. De toute façon, ce n'est qu'un jeu, quoi. On est dans du virtuel. C'est que les gens ont mal à comprendre des fois. Le réalisme, il n'existe pas dès lors que vous êtes dans un jeu. Vous pouvez rien faire de réaliste. Alors là, c'est vrai qu'on est dans l'irréalisme le plus total. On est dans le 10 sur 10 sur un Giro. C'est devenu risible, en fait, au bout d'un moment. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut s'excuser pour autant ? Je ne le crois pas. Tiens, peut-être un peu de suspense sur celle-là. Vous savez, c'est celle qui emprunte quelques routes des Strade Bianche, l'étape 10. Elle est plutôt sympathique, il y a des chemins blancs et honnêtement, ouais, j'adore, vous savez très bien. Si vous avez regardé quelques petites vidéos de moi, vous savez à quel point j'adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'Italie en général et au Strade Bianche en particulier. Même si j'avoue que je suis aussi un amoureux du Giro en général. C'est vrai que je lui trouve toujours beaucoup d'intérêt, même quand il n'en a pas beaucoup. Bref, regardez, on est sur les chemins là, c'est très joli. C'est très joli tout ça. C'est très bien fait, encore une fois, par les
les responsables, les gens qui s'occupent des cartes. On va se consoler comme on peut en admirant le paysage. Ballerini travaille ici avec Rémi Cavagna qui prendra la suite pour essayer de nous emmener encore une fois de la meilleure des manières sur cette étape. Il y a une échappée à reprendre. Le groupe maillot rose est très réduit et ça ne tardera pas à se réduire davantage. Regardez tout de même, parmi les 38 coureurs, il en restait des sprinters dès lors qu'il s'agit pour se battre pour quelques points. Bon, évidemment, ça n'était pas du tout le cas de Ballerini. Travail d'équipe. Vous voyez, il y a des trucs que j'aime bien. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est trop facile, Duke et Quick-Step sont trop forts et tout. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des trucs que j'aime bien quand même dans cette équipe. C'est la notion de sacrifice d'un coureur un jour pour son équipier ou pour son leader qui va être finalement inversé le lendemain. Vous allez avoir... Bon, le seul que je fais pas travailler, j'avoue, pour les autres, c'est Almeida, mais tous les autres peuvent travailler alternativement les uns pour les autres. Evenepoel a déjà travaillé pour certains, il a eu son étape, ensuite il allait se la chercher, vous me direz, mais Ballerini, voilà, il s'est mis à la planche pour jouer un rôle d'anonyme total, et juste permettre ensuite à Evenepoel, Almeida notamment, de frapper très très fort sur la toute fin de cette étape. Et là, ça c'est un truc qui marche tout le temps sur PCM. Quand vous avez une arrivée en descente, si vous attaquez juste avant le sommet, vous ne pouvez en fait quasiment pas être repris. Hormis si vous avez Mohoric ou Alaphilippe ou le Sagan de la grande époque, pour ceux qui jouent avec des DB plus anciennes. Mais voilà, il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite à gagner ça. En même temps, si je le laisse, c'est stupide, quoi. C'est stupide de le laisser. Oh, pauvre Maïka qui prend un petit peu cher sur cette étape-là. Dommage, j'aime bien Rafał Majka. Almeida s'impose ici. Donc, encore une victoire donc, pour Jean Almeida. Remco n'aura pas été mal sur celle-là. Il aura été bien présent, l'ami Remco. Classement après 11 étapes. Il y a environ 2 minutes sur le deuxième du général, c'est-à-dire Tao Geoghegan Gegenhardt, avec 4 victoires d'étape pour Almeida et 5 victoires d'étape pour Ballerini. Bon, une pour Remco, une pour Cavagna. On est à 11 sur 11. Donc toute la question, là je vais aller jusqu'à l'étape 13 dans cet épisode. Toute la question, c'est de savoir ce qui va en être des étapes 12 et 13. Maintenant, limite, je vais me faire insulter si je les gagne pas, parce que tout devient normal. J'avais essayé dans cette étape-là de laisser un petit peu d'autres équipes participer. C'est pour ça que je n'ai mis que Case pendant un certain temps. Ineos Grenadier va mordre un petit peu à l'hameçon. Dans le sens où je n'avais pas envie de me consommer trop rapidement. Cette étape est très difficile, la numéro 12. Case aura fait un énorme boulot. De toute façon, c'est un roule toujours, Case. C'est un coureur de la veine de ceux qu'on adore avoir, même s'il n'a pas un nom bien retentissant, mais bonjour la machine pour rouler. Cavagna, c'est une version aussi exceptionnelle du roule toujours. Et c'est vrai que en partant de là, on est pas mal. On est pas mal. Les amis de d'Ineos Grenadier ont quand même pris bien l'initiative là, sur cette ascension. Ça fait plaisir de ne pas se sentir trop seul. Derrière, moi je cherche à remobiliser quelques troupes parce que nous ne sommes presque plus que 3 devant. Donc j'aimerais bien que Cavagna, Ballerini, Seri et Knox puissent unir leurs efforts pour rentrer sur le groupe. Ce sera... ça paraît surprenant, mais ce sera chose faite dans quelques kilomètres. Ils vont réussir à rentrer tout cela. Honnêtement, passivité extrême de l'IA dans ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'Ineos Grenadier, en fait, a roulé de très belle manière,
Mais le problème, c'est qu'après, ils n'avaient plus personne pour rouler. Du coup, nous, on va essayer d'imprimer un petit tempo avec ceux qui sont revenus de l'arrière, qui ne tarderont forcément pas à sauter, hein, c'est logique. C'est logique, s'ils ont déjà été lâchés une fois, il y a fort à parier qu'ils explosent assez rapidement. Toutefois, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et surtout, ça permet à Evenepoel, Almeida et Masnada de survivre et de pouvoir faire partie des 21 qui seront dans la fin d'étape. Voilà, l'ami Faustino Masnada est bien présent ici. Il va nous ravitailler. Nox ne rentrera, s'il rentrera en fait pour être franc, mais quand il va rentrer sur ce groupe, il y a un groupe en poursuite là en fait. Elle était intéressante cette étape, elle m'a plu, elle était sympa à jouer. Quand Nox va rentrer en fait, vous avez Geo Gegenhardt qui sort ici avec Valentin Madoise dans la roue, ce qui fait qu'en fait ça va forcément éliminer Nox quasi immédiatement, parce qu'il y a une accélération assez fulgurante qui va être produite par les uns et les autres, et même nous, hein, on est obligé de suivre, hein, parce que il est hors de question de lâcher du temps sur Geo Gegenhardt autrement qu'en étant irrémédiablement battu. Hein. Donc à partir de là, Almeida va, suite à un très beau travail de Remco, Almeida va bien sûr sauter dans la roue de Geo Gegenhardt. Il y a Ion Izagirre qui a fait également, qui fait partie du trio, qui a une vingtaine de secondes. Je vais tenter quelque chose ici. Mais on va être repris. On voit bien que les autres en ont aussi sous la pédale. C'est normal, c'est consécutif à une descente. Tout le monde a pu se refaire. Et tout le monde a de la barre. Et donc, voilà, il va falloir se le jouer à la loyale. Hein. Geo Gegenhardt, Almeida, Izagirre. Et ouais, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle, mais en même temps, vous voulez que je fasse quoi? Que je me relève? C'est ridicule. Donc, victoire d'Almeida. Écoutez, tant qu'à faire, autant y aller jusqu'au bout. Ça fait donc 12 sur 12 à ce stade, avec 5 pour Almeida, 5 pour Ballerini. Eh bien, on va continuer, ma foi. On va continuer. Donc, elle était difficile, et pour le coup, on n'est quand même pas passé très très loin de ne pas la prendre. Hein. Donc, tout de même une alerte relative. Almeida, c'est tout bon. Ça fait maintenant un petit peu plus, grâce à la bonif, un petit peu plus de 2 minutes d'avance pour Jean Almeida sur Tao Gegenhardt. Et 2 minutes, c'est quoi? C'est un pic qui se termine trop tôt sur le Giro, et une étape qui arrive au sommet où on prend 2 minutes dans la gueule. Hein. Donc, au final, je dis que je laisse sous-entendre au final qu'il n'y aurait pas de suspense. Moi, j'ai pas joué au-delà de la 13. Hein. Je ne commente pas en sachant ce qui suit. Hein. Mais en fait, ça se trouve, on finit 3e, hein, ou 5e même, hein, en explosant totalement. Hein. Donc, bon, de vous à moi, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Dans l'étape 13, oh là là, j'ai laissé faire. Eh ben, mine de rien, tout le monde a laissé faire, 9 minutes pour les échapper. Donc, on s'est mis au boulot, on a fait rouler nos machines un petit peu, et bon an mal an, on va réduire progressivement cet écart. On va passer un peu sous les 6 minutes au premier intermédiaire. On va passer ici sous les 2 minutes. On est à 50 bornes de l'arrivée. Et là, l'avantage, c'est que les équipes de sprinters prennent systématiquement le relais. Il n'y a plus besoin de rouler nous-mêmes. J'ai embrayé directement au montage sur le sprint. On fait une variante, vous avez vu. Cette fois-ci, c'est Case qui va jouer le poisson pilote. Seri sera le lanceur de Case. Une fois que Cavagna se sera écarté, on va voir si cette combinaison marche également. Allez, Case, très très belle accélération ici pour l'ami belge, et Ballerini libéré dans le bon tempo. Voilà, ça marche à tous les coups en fait. Ça marche à tous les coups. Et voilà, c'est tout. On passe à la suite. 13 étapes disputées sur ce Giro. Une situation au classement général qui n'est quand même pas clarifiée. Hein, puisque, regardez,
Vous avez... ouais, donc ça fait 6 hein, pour Ballerini. Je crois que le cyclamen, il est en bonne voie, sauf si Almeida le lui tape. Bourgman, Issaguirre, Caruso... Van Auk, j'y crois pas trop sur le CLM à la fin. Il reste quoi? Georg Gegenhardt, Bourgman, Issaguirre, Caruso. Il y a 4 mecs qui peuvent... Ou alors il peut y avoir une chute aussi, hein. Mais il y a quelques gars qui peuvent priver Almeida de la victoire. Ça va être tendu quand même pour eux. John Colan à venir à la 14. Puis une étape 15 typiquement pour Ballerini. Étape 16, elle n'est pas pour Ballerini. Étape 17, waouh. Là, ça va s'expliquer au sommet. Vous voyez, là, on peut ne plus avoir de pic en fait à cet endroit-là. Hein. Là, je sais pas, peut-être une échappée. Et puis après, la 19, encore au sommet. La 20, très très difficile. Hein. L'étape 20, elle va sûrement laisser des traces. Puis après, tout se réglera sur 30 km de contre-la-montre plat. Je vous ai mis en commentaire de cette vidéo un sondage. Un petit stop ou encore, un petit oui ou non pour la suite de cette carrière, d'accord. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Moi, je m'amuse en jouant ça, mais je m'amuse plus en jouant Gazprom. Limite, il y avait plus d'incertitude aussi en jouant avec Bora Hansgrohe. Hein. Mais moi j'adore, hein. Moi de toute façon j'adore l'équipe de Koenig Quick-Step. Hein. Donc à partir de là, quand ils gagnent, je suis heureux. Comme d'ailleurs cette semaine Almeida en Pologne et Remco au Danemark, c'est ça? Voilà. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, on va se jouer ça à la majorité à plus.